T'as mal à l'avant du genou quand tu liftes, quand tu fais du squat, t'as pas 10 possibilités. T'en as 2 et je vais t'expliquer lesquelles. À la fin de cette vidéo, tu comprendras les types de douleurs à l'avant du genou que tu peux rencontrer et surtout comment les gérer. C'est le BOV kiné préféré de ton kiné préféré et kiné qui fait le plus fissure du game et l'homme sans ennemi puisque je réponds à tous les commentaires de manière constructive et bienveillante, même aux plus condescendants. Petite gorgée d'eau citron puisque je vais cracher du feu. Et oui, cette vidéo a été inspirée par 2 commentaires sur une publication à moi de gens qui n'étaient pas forcément d'accord. Et c'est très bien, c'est très stylé. Donc on va utiliser cela comme un tremplin pour tous s'élever, apprendre des choses et devenir intelligent, beau, magnifique. Nice. Quelles sont donc les 2 douleurs de genoux dont je te parle? On va avoir le syndrome fémoro-patellaire et la tendinopathie quadricipitale. Tu sais pas ce que c'est pas grave, je t'explique ça dans quelques secondes. Mais savoir tout ça, à quoi ça sert? Premièrement, à pas paniquer, puisque ces 2 conditions sont des syndromes, c'est-à-dire un groupe de signes cliniques. Des signes cliniques, ça veut dire des signes et des marqueurs que tu peux retrouver dans la vie de tous les jours, comme une douleur localisée à un certain endroit, sur un certain type de mouvement, etc. Et sinon, ça va t'aider à comprendre ta situation, savoir quoi traiter et comment le faire. Les 2 objections que j'ai reçues et qu'on va traiter dans cette vidéo, c'était premièrement qu'on m'a dit qu'il existe d'autres blessures et que c'était un petit peu réducteur de parler que de ces 2 douleurs-là. Et la seconde, c'était que c'était pas forcément pertinent, voire même un petit peu anxiogène de mettre des noms sur les types de douleurs qu'on peut avoir, de parler de pathologies et de facteurs biologiques, biomécaniques, puisque il y a plein d'autres trucs comme les facteurs psychosociaux et ce genre de choses. On va donc traiter ces 2 objections-là, c'est parti. Il n'y a pas que de blessures, chef. Oui, je suis plutôt d'accord, mais dans les faits, mon titre et mon intro un peu tranchés, sont plutôt vrais. Car en pratique, toi, lifter, pratiquant de sport en salle, musculation ou force, tu ne vas probablement pas rencontrer autre chose. C'est exactement ce qu'on va voir maintenant en quelques minutes, donc à quel point ces 2 types de douleurs sont fréquentes, puis on va lister toutes les sources de douleurs antérieures de genoux et éliminer méthodiquement les autres origines. Après ça, on passera à la partie suivante sur la seconde objection que j'ai eue. Et enfin, on conclura sur ce que tu peux faire de ces infos et comment tu peux en tirer quelque chose de concret. Je vais te débiter pas mal de value. Alors reste bien jusqu'à la fin. Bon, déjà, on peut commencer par les définir. Un SFP, un syndrome fémoro-patellaire, c'est une douleur autour ou derrière la patella. Donc en fait, c'est l'os que tu as, la boule que tu as à l'avant du genou, aggravée par au moins une activité qui va mettre en contrainte donc ton articulation fémoro-patellaire en charge et en flexion. En charge, c'est-à-dire moi avec du poids debout, et en flexion, c'est quand tu vas plier la jambe. Donc en gros, si tu as mal par ici sur la montée et descente de marche, à la course, ou sur nous, ce qui nous intéresse le plus, l'accroupissement, et donc sur un pattern de squat. La tendinopathie patellaire, c'est donc une douleur localisée en regard du tendon patellaire du genou, donc ça va être plutôt un tiret au-dessus de la rotule, provoqué par l'étirement, la contraction ou la palpation de ce dernier et qui réagit à l'effet d'échauffement. Il y a pas mal d'autres éléments qui peuvent rentrer dans le comportement de ces douleurs et donc les aider à les repérer et à les définir. Je vais m'arrêter à ce niveau de détail. Si tu en veux plus, tu peux me le dire ou sinon sur mon contenu aussi sur Instagram, j'en parle souvent. Donc oui, il n'y a pas que de blessures, mais pourquoi je soutiens le fait qu'il faut se concentrer déjà sur ces 2-là? Premièrement, c'est parce qu'elles arrivent souvent. Donc là, on va parler de prévalence et d'incidence. C'est pas compliqué. La prévalence, c'est le nombre de cas existants et l'incidence, c'est le nombre de nouveaux cas. Donc déjà, le syndrome fémoro-patellaire, qu'on va abréger SFP, c'est la condition la plus prévalente de douleur au genou. Un peu de données de la littérature pour soutenir tout ça. Donc le SFP, c'est une condition qui a 25% de prévalence au cours de la vie. C'est-à-dire qu'une personne sur 4 va avoir un SFP au cours de sa vie. On a 7 études qui montrent une prévalence de 7 à 28% chez les jeunes adolescents avec une incidence à 9,2. Ça veut dire que pour 100 personnes, il y en a 9,2 qui vont chaque année développer un SFP. Mais cette étude, elle montre un truc encore plus intéressant qui s'applique bien, nous, à notre population, c'est-à-dire les pratiquants de sport en salle, de streetlifting ou de musculation. C'est-à-dire que les personnes avec une spécialisation dans un seul sport avaient un risque plus élevé que les personnes qui pratiquent plusieurs sports. Donc si tu cherches à être bon dans ton sport, que tu es plutôt spécialisé dedans, il y a plus de risques. Il y a même une stat marrante, enfin marrante, c'est pas très marrant, mais qui est intéressante, c'est que chez les runners amateurs, il y a une incidence de 1080,5 sur 1000. C'est-à-dire que sur 1000 personnes, il va y avoir 1080,5 épisodes de SFP. Donc nous là, on parle pas forcément de runner, mais ça permet de montrer que c'est une condition quand même qui peut provoquer plusieurs épisodes quand ça arrive. Et au final, si on prend cette revue systématique avec méta-analyse, on tombe sur une prévalence de 15 à 45%.
ce qui est vraiment très important et c'est pour ça que toutes les études s'accordent à dire que le SFP est la condition la plus commune de douleur au genou. Pour la tendinopathie patellaire, c'est aussi quelque chose qui a une grosse prévalence dans le sport, mais là surtout chez les athlètes qui sautent. Donc dans le cas de quelqu'un vraiment spécialisé sur de la musculation, du streetlifting, ça va arriver un peu moins, mais je te donne quand même quelques chiffres et après je te donnerai mon avis sur pourquoi ça peut quand même relativement arriver souvent chez des gens qui font ces sports-là. Sur la population générale et active sportivement, on arrive à 18,3% de prévalence. Et là, sans inclure uniquement des gens qui sautent. Et dans cette même population générale, il y a 7% d'incidence. Donc ça, c'est pour les deux origines de douleur dont moi j'ai parlé et que j'ai mentionné comme étant vraiment les principales qu'il fallait que tu ailles regarder en sport de musculation et de force. Mais on va faire le travail jusqu'au bout. Qu'en est-il des autres étiologies, c'est-à-dire des autres origines de douleur possibles? Et bien là, on va faire une liste de toutes ces origines-là et les exclure méthodiquement. Et je vais t'expliquer pourquoi à chaque fois, dans le cadre de notre population, eh bien très peu de gens vont être concernés par ça. Donc, qu'est-ce qui peut faire mal d'autre sur l'avant du genou? Tiens-toi prêt, ça va partir en rap god. Instabilité fémoro-patellaire, conflit du corps adipeux de Hoffa, plica synoviale, bursite, chondromalacie, syndrome de compression patellaire latérale, ostéochondrose disséquente, névralgie du nerf saphène interne, le syndrome de Sinding-Larsen-Johansson, la rotule bipartite symptomatique, la tendinopathie quadricipitale, le syndrome de stress tibial, donc la périostite, la fracture de stress, l'osgood-Schlatter, la douleur référée de hanche ou des lombaires, la tumeur, la gonarthrose, le syndrome de la bandelette iliotibiale et le ménisque. Donc tu vois, ça fait une sacrée liste, alors pourquoi j'en parle pas et je te dis de te concentrer seulement sur les deux que je t'ai présentés avant? Eh bien, je vais te proposer plusieurs critères d'exclusion qui expliquent pourquoi je pense que 95% des gens qui pratiquent notre sport vont avoir plutôt une des deux douleurs que j'ai mentionnées précédemment. Et à chaque fois que je vais énoncer un de ces critères, je vais te donner une explication et on va rayer toutes les conditions qui sont exclues par ce critère sur notre liste là. Donc déjà, les traumas, on peut exclure tout ce qui est traumatique. Bah ouais, en sport de force, en sport de salle, t'as pas d'atteinte traumatique. Alors ça peut arriver très rarement si par exemple tu te fais écraser par une barre de squat et qu'il se passe quelque chose. Mais si tu veux, on n'a pas de trauma, on va pas prendre de tacle, on va pas faire de contre-appui et donc en fait les atteintes traumatiques sont quasiment inexistantes. Donc boum, tout ce qui est concerné par un trauma, ça dégage. Ensuite, on va avoir les conditions qui touchent les personnes âgées ou qui vont être très sous-représentées en dessous d'un certain âge, tu vois, en dessous de 60 ans, même si on veut prendre assez large. Donc là-dedans, on peut avoir par exemple les douleurs référées lombaires qui pourraient être dues à un canal lombaire étroit et on va avoir aussi par exemple l'arthrose de genou qui est vraiment plus présente au-delà de cette tranche d'âge. A l'inverse, on va aussi exclure les conditions pédiatriques qui concernent plutôt les enfants ou les jeunes ados. On peut aussi enlever tous les cas qui sont à moins de 1% de prévalence, donc qui ont vraiment très peu de chances d'arriver. Par contre ça, c'est intéressant de les diagnostiquer et de les exclure au début, parce que si ça arrive, c'est chaud, mais ça a peu de chances d'arriver. On peut aussi enlever les conditions qui vont pas vraiment provoquer de douleur antérieure du genou, et là je pense notamment à la périostite ou au syndrome de l'essuie-glace, le syndrome de la bandelette iliotibiale. Et d'ailleurs lui, on va aussi l'exclure avec le point suivant, qui est les conditions qui nécessitent des mécanismes différents de ce qu'on va retrouver en sport de force ou de sport en salle. Donc comme les impacts que tu vas plutôt retrouver sur de la course, enfin tous les sports où tu vas avoir de la course par exemple ou des sauts, et des contraintes aussi de position prolongée sur les genoux que là tu vas plutôt retrouver chez les personnes qui ont un métier où elles vont passer pas mal de temps posées sur les genoux. Et on peut aussi enfin enlever les conditions structurelles qui sont assez difficiles à corréler avec les symptômes et qui rentrent en fait un peu plus dans des facteurs de douleur fémoro-patellaire, donc dans une des catégories dont je te parle depuis le début. Parce que oui, dans la littérature récente, tu as plusieurs de ces origines qui ont été rangées dans la catégorie SFP, parce que c'est difficile de leur imputer un syndrome à elles-mêmes. Et voilà, avec ça, on a toute cette liste qui est rayée, surtout que quand on fait un raisonnement d'exclusion comme ça, plus on exclut d'origine, plus la prévalence des autres origines va augmenter. Et c'est exactement ce qui se passe. C'est pour ça que déjà sur une population générale, on va avoir, comme on l'a vu dans la méta-analyse de tout à l'heure, 15 à 45% de prévalence, mais que si dans une population qui est la nôtre, on exclut d'autres origines, ça monte encore la prévalence, donc de la tendinopathie patellaire et du syndrome fémoro-patellaire. On a fait là déjà une bonne partie du boulot. Et avec ça, on peut déjà probablement rafaler la première objection, qui est quelque chose qui est dit plutôt pour faire l'intéressant, parce que bien sûr oui il existe d'autres origines, mais si en fait ça arrive très peu souvent, voilà pourquoi c'est intéressant de déjà parler de comment diagnostiquer et s'en sortir des trucs qui arrivent souvent. Après bien sûr les choses qui sont pas présentes, il y en a qui sont graves, donc même si tu as peu de chance, il faut déjà les exclure, et c'est ce que je fais avec tous les athlètes que je suis au cabinet ou en distance. Ça c'est sûr qu'il faut quand même les prendre en compte et les exclure, mais en fait je vais pas aller parler d'ostéochondrose disséquente sur les réseaux, puisqu'en fait ça va arriver à personne qui me suit. Bon, maintenant la deuxième objection, c'est que c'était pas intéressant, voire même dangereux de mettre des noms, de mettre des étiquettes sur les douleurs, parce que ça peut pas plaire à certaines
certaines personnes, et aussi que il faut surtout prendre en compte des facteurs psychologiques, puisque les trucs biomécaniques et tout, ça peut être anxiogène, c'est pas forcément corrélé, etc. Et donc pour ça, j'ai aussi fait une revue littérature sur les facteurs de risque du syndrome fémoro-patellaire et de la tendinopathie patellaire. Et donc on va voir quels peuvent être les facteurs de risque de survenue de ces choses-là. Je te fais d'abord un peu la liste selon la littérature et après je te donne mon avis et mon interprétation de tout ça. Donc pour le SFP, la taille, le poids de corps, la composition corporelle ne sont pas des facteurs de risque. On a la faiblesse des quadriceps et des abducteurs de hanches qui sont plutôt des facteurs de risque modérés. Aussi en termes de facteurs de risque, on a la charge, donc la contrainte, par les activités en flexion de genoux, surtout entre 90 et 60 degrés. Globalement, on a aussi les activités en squat. Plus il y a des activités en squat, plus c'est un facteur de risque pour ce genre de choses. On a l'avancement du genou par rapport aux orteils. Ouf, ça va faire crier du monde, mais attends mon interprétation. On a le déséquilibre entre les muscles de la cuisse, et d'ailleurs en facteur de risque, cet équilibre-là s'étend aux muscles du tronc jusqu'aux orteils. On a le valgus dynamique incontrôlé, donc ça c'est le fait que ton genou rentre vers l'intérieur de manière incontrôlée. Ça pareil, attends un petit peu l'interprétation avant de t'arracher les cheveux. Et on a le manque de mobilité et le manque de variabilité dans les activités effectuées. Donc maintenant, selon moi, et selon moi ça veut dire avec la littérature, plus mon interprétation, parce que je vais pas tout sortir de mes fesses, c'est pas intéressant, je fais un mix des deux et de comment j'interprète ça. Il y a beaucoup de ces facteurs qu'on a vus en fait qui sont en rapport avec la charge, avec la contrainte et donc avec tes capacités. Donc en gros, ce que tu demandes par rapport à ce dont tu es capable. Tout ce qui va être charge, quantité d'activité en flexion de genou, etc. Ça, ce sont des choses modifiables qui rentrent dans la gestion de ton entraînement. Pareil pour l'équilibre musculaire, ça, c'est plutôt tes capacités. Et par équilibre musculaire, comment il faut que tu vois la chose? Dis-toi, quand tu fais une activité, donc par exemple un squat, tu as une dose de contrainte. Tu as 100% de contraintes de ton squat qui vont être réparties sur tes membres inférieurs et même des orteils jusqu'au tronc. Et du coup, imagine que si par exemple tes quadriceps sont capables de supporter que 10% de leur charge par rapport à quelqu'un chez qui ils peuvent supporter 40%, toi, quand tu es à 10%, tu as 30 autres pourcents de la charge totale que tu vas mettre sur ton corps pendant ce moment-là qui vont être répartis ailleurs. Et donc tu peux avoir ce phénomène du coup de plus de contraintes sur deux structures et donc de surcharge par manque de capacité. Bien sûr, c'est jamais aussi marqué que ça, mais c'est pour ça que c'est intéressant d'aller chercher et de bien bilanter toutes tes capacités sur les structures qui vont être en jeu dans ton mouvement pour savoir du coup quelles sont les plus à bosser, comment tu peux le plus aider globalement ton corps et toi mieux encaisser. Et sur le point d'avancer des orteils par rapport aux genoux, et bien sûr qu'avancer son genou par rapport aux orteils, ce n'est pas une mauvaise chose, tu vas pas exploser si tu le fais. Mais biomécaniquement, c'est un mouvement qui va mettre en contrainte ton articulation, donc c'est pas mauvais parce que ton articulation est faite pour tolérer ça, mais après tout dépend de sa capacité, donc tout dépend de la dose de ce genre de mouvement que tu vas demander à ton corps par rapport à ce dont toi tu es capable. Ensuite, autre point qui peut faire grincer un peu les dents, c'est le valgus dynamique, le fait d'avoir le genou qui rentre vers l'intérieur. Pareil, c'est pas mauvais, tu regardes n'importe quel sportif de haut niveau qui saute, ses genoux ils vont à l'intérieur, ou même des gros squatteurs, des gros powerlifters qui vont avoir des genoux qui rentrent vers l'intérieur. Mais l'important en fait, c'est que ça ne soit pas subi et que ça soit en fait la stratégie que ton corps décide d'utiliser parce que c'est la meilleure pour lui, pas parce que c'est la seule qu'il peut utiliser. Donc en gros, quand tu as un valgus du genou qui est plus ou moins marqué, sois sûr d'avoir la possibilité en termes de force et de mobilité d'aller vers l'extérieur, de ne pas avoir ce valgus. Ainsi, tu pourrais être certain que si tu le fais, c'est simplement parce que c'est toi ta meilleure manière de produire de la force et non parce que ton corps n'a pas d'autre choix que de faire comme ça. Chose qui sera un petit peu plus subie et qui est moins intéressante et peut-être plus pourvoyeuse de blessures aussi. Voilà, donc globalement, il y a pas mal de facteurs de risque qui rentrent dans la gestion de la charge et aussi tes capacités par rapport aux contraintes. Pour les facteurs de risque sur la tendinopathie patellaire maintenant. La mobilité pouvait être un facteur de risque, notamment la mobilité en dorsiflexion de cheville, la mobilité de la chaîne postérieure et la mobilité du quadriceps. Donc c'est-à-dire que plus t'en as, plus tu t'écartes du fait d'avoir des douleurs et moins t'en as, plus t'augmentes ton risque. De la même manière pour le volume d'entraînement en force. Donc voilà, plus tu t'entraînes, plus tu peux développer de risques, mais forcément c'est tout à fait logique parce que plus tu demandes, plus tu as de chances de développer une surcharge. Forcément quelqu'un qui demande rien, ça va être moins le cas. Après lui il va avoir d'autres problèmes où il peut développer une surcharge, pas par des contraintes trop excessives, mais par des capacités tellement basses que même des contraintes faibles vont amener de la douleur. Et surtout une surcharge qui, elle, va emmener de la douleur. On retrouve aussi le fait d'avoir un travail demandant physiquement, même si c'était des facteurs de risque plutôt faibles. Conclusion et mon interprétation des facteurs de risque sur la tendinopathie patellaire. Bon, c'est pareil que le SFP, c'est surtout des choses en lien avec ta gestion de la contrainte, avec tes capacités. Maintenant, si on parle des facteurs psychologiques, puisque oui, là on a parlé beaucoup de trucs biologiques, mais il ne faut pas oublier le psycho et sur ça je suis complètement d'accord avec le commentaire. Par contre, il ne faut pas faire l'inverse, il ne faut pas jeter le bio et dire qu'il n'y a que le psychologique, c'est bête, il ne faut pas faire l'erreur dans un sens ou dans l'autre. Donc tu vois là je te mets quand même des études qui montrent sur ces douleurs antérieures de genoux que des facteurs psychologiques comme la catastrophisation, la kinésiophobie, c'est le fait d'avoir peur du mouvement et le peur évitement qui est quelque chose d'assez lié, c'est-à-dire le fait d'avoir peur de faire certains mouvements et du coup d'éviter certains mouvements, sont des choses qu'on va retrouver chez les gens qui ont mal.
et qui ont ce genre de conditions. Donc oui, les avoir, ça peut augmenter ta chance d'avoir ce genre de conditions, donc être des facteurs de risque. Et d'ailleurs, cette vidéo-là, elle est aussi pour te rassurer, pour te dire un petit peu quoi faire, pour diminuer ces facteurs psychosociaux-là. Ça, on en parle juste après. Donc mon analyse globale, c'est que sur le sport qu'est le street lifting ou bien la musculation, on va avoir pas mal de mouvements en pattern de squat et aussi, en plus, on va pas mal chercher à développer sa mobilité en dorsiflexion de cheville, donc à avoir plus d'avancement du genou par rapport aux orteils, à demander pas mal à ses genoux. Pourquoi? Parce que ça aide à réaliser le mouvement de squat pour des gens qui font plutôt de la compétition ou même dans un aspect bodybuilding, parce que du coup, ça peut aider à aller avoir un meilleur recrutement. Et puis, c'est des patterns qu'on va beaucoup faire sur des mouvements, même sans parler de squat à la barre, de hack squat et tous les mouvements avec ce même pattern. Et donc, ces choses qui vont conduire à pas mal de charges sur le genou. Mais logique, c'est ce qu'on veut, mettre de la contrainte, c'est aussi ça qui permet d'être en bonne santé et de progresser. Okay, tout va être une question de dosage. Mais tu vois, chez les gens qui font des sports avec des sauts, ils utilisent aussi pas mal leur cheville, tu vois, pour rebondir, leur tour d'Achille, etc. Nous, sur nos contraintes, oui, ça peut être moins peut-être provoquant que les sauts, mais nous, on est complètement à fond sur de la hanche et du genou. Donc, même si de manière générale, on n'a pas ces impacts-là, on a quand même beaucoup de demandes sur les genoux et sur les hanches, puisque vraiment les chevilles, à part un peu de stabilisation, il n'y a aucune demande pliométrique et on les utilise assez peu, tu vois. De plus, on exclut totalement les sauts, mais en fait, il y a beaucoup de pratiquants qui font aussi de la course à côté, du cross-training, etc. Et donc, quelqu'un qui a déjà pas mal de volume en entraînement de force, qu'on a vu qui pouvait être un facteur de risque, s'il rajoute des choses à côté, comme un peu de course, comme du cross-training, de l'aérox, ce que tu veux, ça va directement à quelqu'un qui a déjà beaucoup d'entraînement de force, rajouter ces composantes-là de saut et d'impact qui sont pourvoyeuses de ce genre de risque. Moi, c'est quelque chose d'ailleurs qui m'est arrivé. J'ai développé un SFP en main quand j'ai commencé à courir en parallèle du coup de ma pratique de street lifting et de musculation. Mais en fait, déstress, là je t'ai pas mal tabassé avec la partie sur les facteurs de risque, mais c'est normal qu'une activité présente des facteurs de risque et c'est pas pour ça que tu dois l'éviter ou l'arrêter. En fait, tu as beaucoup plus de facteurs de risque qui sont liés à l'inactivité, au fait de pas faire de sport et pour des trucs plus importants. Donc bien sûr, on met des contraintes sur notre corps, mais c'est aussi ça qui est bon et en fait, tout est une question de dosage. Oui, si tu pousses très très loin, bien sûr, tu augmentes les risques. Et ça, c'est logique et c'est pas une dinguerie de dire ça. Et je te le répète, tu as des risques bien plus grands à ne pas faire de sport. Et encore, même quand ça arrive, c'est pas grave. Souvent, il suffit de reculer un petit peu et de remonter progressivement. Et boum, c'est fini, c'est pips. Et avec les facteurs psychosociaux qu'on a vus, tu comprends qu'avoir peur du mouvement et éviter de faire certains mouvements, certaines activités, en fait, ce sont des choses qui sont tout autant pourvoyeuses de risques. Donc en fait, arrêter complètement, éviter certains mouvements et tout, ce ne sont pas les bonnes choses à adopter. Donc tu n'as vraiment pas besoin de te torturer avec ça, mon pote. Et voilà, et avec cette vidéo maintenant, tu sais ce que tu as probablement. Et tu comprends l'importance de bien évaluer parce que ça te donne le traitement et ça écarte les choses un petit peu plus pénibles. Et donc, on en arrive au traitement, mais que tu as déjà deviné, puisqu'en fait, une fois qu'on parle de tout ça, le traitement il coule de source. On a la gestion des contraintes, plus l'amélioration des capacités, plus du travail spécifique sur les tendons si on a déterminé que c'était une origine tendineuse. Ça, c'est quelque chose qu'on peut rajouter. Conclusion, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'ai essayé de la faire la plus rapide et digeste, mais c'est une des premières fois que je fais vraiment un format comme ça. Donc n'hésite pas à me faire ton retour, ça m'aide énormément. Dis-moi ce que tu en as pensé et comment je pourrais améliorer ça. Ou même s'il y a d'autres sujets que tu veux que je traite. Voilà, le but c'était qu'on se rende pas compte que j'ai passé 15 heures à éplucher la littérature et à la résumer. J'espère que ça sera le cas. Merci à mes amis d'Instagram qui ont mis les commentaires, qui ont provoqué le sursaut autistique qui a donné et qui a abouti à la création de cette masterclass, bien sûr. C'était le Bov qui est le plus déter du game, créateur de contenu le plus qualitatif en musculation et street lifting sur YouTube, Instagram et toutes les plateformes passées, présentes et futures. Et homme de bien, sans ennemi. Il est temps de la boucler et surtout, n'oublie pas, être faible n'est pas une honte, le rester, si.